La couverture n'est pas le véritable trésor. Ouvre-le. En Irlande, on a un père fondateur de l'animation. Un homme talentueux, créatif, engagé et amoureux de la nature, du petit peuple et des légendes du folklore celte. J'ai nommé Tom Moore. Il aime tellement sa culture qu'il a commencé sa carrière en dessinant 2 BD sur Saint-Patrick en gaélique. Ça montre certes son amour pour sa culture, mais ça reste difficilement exportable. Mais ce qui va retenir particulièrement notre attention, c'est le tournant qu'il a pris en faveur de l'animation 2D. Il décide de créer son propre studio d'animation en 1999, Cartoon Saloon, et c'est avec lui qu'il produira son premier long métrage qui, contre toute attente, connaîtra un succès retentissant. Il s'agit du film dont nous parlons aujourd'hui, Brendan et le secret de Kells. J'adore les films de Tom Moore, et ce pour plusieurs raisons. En premier, l'intelligence qu'il y a derrière leur histoire, mais aussi pour leur patte graphique très particulière. Brendan et le secret de Kells est le fondateur de ce style graphique. Très géométrique, sans réelle perspective, où toute notion de profondeur est suggérée par des entrelacs de glyphes à la manière des enluminures ou de vitraux. Chaque plan est comparable à un tableau, où l'on se perd et où l'on s'émerveille. Mais ce style graphique abstrait, si l'on peut dire, il a mis du temps à le trouver. Il y a eu une longue période de gestation avant d'aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui. Au départ, le design général était plus réaliste et bien plus classique. À l'époque, le film s'appelait Rebel. Et oui, est-ce que cette idée aurait inspiré Pixar pour faire Rebelle ? Coïncidence ? Ça m'étonnerait! Mais bref, à cette période, seules les prémices du scénario étaient établies. Une fois arrêté sur ce style, et ayant vu que ça plaisait bien, le studio Cartoon Saloon continuera avec la même direction artistique pour ses futures productions, comme Le Chant de la Mer ou Le Peuple des Loups. On a aussi la même direction artistique dans Parvana d'ailleurs, qui est aussi produit par Cartoon Saloon. Le scénario de Brendan et le secret de Kells est fait par Fabrice Ziolkowski. C'est un dessin animé irlando-franco-belge réalisé par Tom Moore et Nora Twomey. Il est coproduit par Cartoon Saloon en Irlande, Les Armateurs France 2 Cinéma en France et Vivifilm en Belgique. Les dessins sont animés par Kekskemet en Hongrie, la mise en couleur est assurée par Digital Graphics en Belgique et les effets 3D sont réalisés par Walking the Dog, toujours en Belgique. Bref, c'est un bordel sans nom. Mais ensemble, ils ont créé un projet d'animation féerique qui sortira en 2009. Le film Brendan et le secret de Kells était né. Le pitch. Brendan est un apprenti moine de 12 ans. Il vit reclus avec son oncle, le sévère abbé Kelak, entre les murs immenses de l'abbaye de Kells. Cette abbaye est une sorte de forteresse faite pour résister à l'invasion viking. Là-bas, on abrite un peu tout le monde. Enfin, du moins, surtout les rescapés des invasions vikings. Donc on a un tas de monde venant de pays, de régions et de continents différents, qui se regroupent au même endroit. Comme par exemple de nombreux moines copistes et enlumineurs, ce qui inspira le jeune Brendan, qui rêve lui aussi de devenir enlumineur à son tour. Mais l'abbé Kelak refuse ces facéties. Il est obsédé par la peur qu'incarnent les vikings. Il veut à tout prix consolider sa forteresse. Mais à l'arrivée du frère Aidan, un enlumineur très célèbre, l'abbé aura de plus en plus de mal à tenir Brendan. Le jeune garçon sortira pour la première fois de l'abbaye, et ainsi il découvrira, lors d'un voyage initiatique, la beauté de la forêt, le royaume des divinités païennes du monde celte. C'est là où il fera la connaissance de la fée Aisling, gardienne des bois. Mais il rencontrera aussi de grands dangers comme le terrible Cromcruach, le démon antique. Brendan devra affronter ses peurs, apprendre à devenir un adulte, et deviendra le dernier rempart entre le chaos et la culture. Le contexte. L'histoire de ce film se déroule en Irlande, au 9e siècle, et reprend des faits historiques. L'abbaye de Kells, par exemple, existe vraiment, dans le comté de Meath. Et d'ailleurs, elle a réellement abrité le célèbre livre de Kells, aussi appelé Grand Évangéliaire de Saint Colomba, durant une grande partie du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, ce livre fait l'objet d'une exposition permanente à l'université dublinoise Trinity College. Le grand sombre, Cromcruach, existe aussi bel et bien. Il est l'un des dieux du folklore irlandais. Et c'est là l'une des principales qualités du film, c'est une lettre d'amour à la culture gaélique, au folklore magique, qui cohabite d'ailleurs naturellement avec le monde sérieux des humains. La féerie, ici, est abordée de manière très adulte. Les fées ne sont pas tant sans défense que ça, et les ténèbres existent aussi. Mais parlons personnages. Brendan, c'est le héros de l'histoire. Un peu à la manière d'une Lucy Pevensey ou d'une Alice, c'est avec lui qu'on découvrira le folklore gaélique et bien sûr la nature, puisque le jeune garçon n'est jamais sorti de l'abbaye. Il est très attachant de par son côté espiègle et rêveur. D'ailleurs, les rêves qu'il fait dans ce film sont représentés et de manière très intéressante, parfois à la craie ou parfois juste de manière stylisée. Il fait très souvent des cauchemars, ça représente ses peurs les plus profondes, ses doutes. Ça nous montre qu'il s'est refermé sur lui-même en plus d'être réellement enfermé dans son abbaye. Ce jeune garçon a une énorme envie de bien faire, et ça le rend anxieux. La scène où Brendan se sert d'une craie pour enfermer Crom symbolise son émancipation. Il s'affranchit de l'abbaye où il était enfermé en enfermant sa peur, Crom.
Il combat donc sa peur et les ténèbres par extension par l'art. En tout cas, Brendan est un personnage très gentil avec tout le monde, il est très attachant, très humble, il écoutera les histoires des enlumineurs et apprendra de chacun d'eux, mais surtout du frère Aidan qui deviendra son mentor. Et d'ailleurs, c'est à peu près la seule fonction qu'occupera le frère Aidan lors du film. Mais il le fera à merveille. Il est très pédagogue et en même temps très enfantin dans sa façon d'aborder justement l'éducation. En tout cas, j'adore son design avec sa longue barbe et ses longs doigts, et on va s'arrêter là au niveau des trucs longs. Il deviendra le père spirituel de Brendan, dans tous les sens du terme. Il est pour moi le pendant positif de l'abbé Kelak. Kelak, il est surprotecteur, alors qu'Aidan est un esprit libre. Kelak est matériel, Aidan est spirituel. Au cours de son voyage, Brendan fera la rencontre de Aisling. J'adore l'introduction de ce personnage. La forêt est sombre et menaçante, il y a de la brume, Brendan se fera attaquer par des loups, mais Aisling les stoppera. Et d'un coup, la nature redeviendra accueillante lorsque Aisling et lui sympathiseront. Le message est très clair, la nature est belle autant que dangereuse. Et d'un point de vue symbolique, Brendan projette ses peurs dans ce qu'il voit de la nature. Comme c'est la première fois qu'il va dans la forêt, si ça se trouve, c'est lui qui projette ses peurs dans ce qu'il voit. C'est pour ça que la forêt semble peu accueillante. Après, là j'extrapole peut-être. Aisling est aussi un personnage espiègle, mais elle cache une part de tristesse en elle. Elle a perdu son peuple et ses parents, et elle a été contrainte de fuir le Grand Sombre. Un peu comme Brendan qui se cache des Vikings. Elle est entourée d'une aura de tristesse, ce qui se ressentira par exemple lors de la chanson Penguban qu'elle interprétera d'ailleurs en gaélique. Une partie des paroles nous disent « There's nothing in life but mist », autrement dit, il n'y a rien dans la vie à part la brume. Est-ce que c'est positif? À voir, à voir. Aisling peut se métamorphoser en chevreuil, en poisson ou en loup. C'est grâce à ça qu'elle a pu échapper au Grand Sombre jusqu'ici. C'est aussi une façon de nous montrer que elle et la nature ne font qu'un. D'ailleurs, elle semble être la régente de la nature. Elle connaît tout sur elle. D'ailleurs, dans sa façon de se comporter, on retrouve un côté bestial. Elle renifle, tripote, marche à quatre pattes, elle a des cheveux ébouriffés, des sourcils aussi ébouriffés. La caractérisation de ce personnage est très bien pensée, je trouve. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans le film Le Peuple des Loups. Ce n'est pas pour rien qu'elle a autant d'interactions avec Penguban le chat. Elle a aussi ce côté félin, sauvage. Lorsqu'Aisling apprendra l'existence du livre de Kells, elle voudra à tout prix le protéger, car ce livre est capable de changer l'ombre en lumière. Ce livre peut sauver le folklore celtique, mais dans un sens plus large, l'art. Le beau. Elle sera prête à donner sa vie pour ça. Du moins, c'est ce qu'on en déduit de cette scène, qui a traumatisé d'ailleurs un bon nombre d'enfants à mon avis. Mais on verra à la fin qu'elle a survécu. Elle se représentera à Brendan sous la forme d'un loup blanc. Elle rendra à Brendan sa cape qui sera couverte de perce-neige, fleur symbolisant le renouveau. Car la nature, comme les légendes, ne meurt jamais. En Irlande et en gaélique écossais, une Aisling est une vision ou un rêve. Mais en irlandais, le mot possède aussi le sens dérivé d'un poème allégorique. Eh bien, Aisling, dans ce film, c'est l'allégorie des légendes et de la nature. Mais pour moi, le meilleur personnage de l'œuvre reste l'abbé Kelak. On apprend dans la BD qu'il a perdu sa sœur lors d'une attaque viking. Il arrivera malgré tout à sauver son neveu Brendan. Mais même s'il l'aime profondément, il aura une relation très conflictuelle avec lui, car les deux sont opposés en tout point. Brendan représente la fougue de la jeunesse, la créativité, tandis que l'abbé représente la droiture, le côté austère. Il est aussi froid que les murs qu'il bâtit. Bon, déjà j'apprécie le fait que Brendan ne soit pas rebelle envers l'abbé, comme le sont souvent les adolescents dans les films. Désolé, wesh. T'excuses pas! Non, là Brendan est obéissant, il est respectueux, ils n'ont juste pas les mêmes valeurs. Mais ce qui rend le personnage de l'abbé si attachant, c'est qu'il est très humain. Il a énormément de difficultés à communiquer avec son neveu et son entourage en général. Il a le même problème d'enfermement que Brendan, et c'est normal puisque c'est lui qui a contraint Brendan à subir cet enfermement. Il aime profondément son neveu, l'art et tout le monde en fait, et c'est par amour pour tout ça qu'il s'enfermera et deviendra un frein à la quête de Brendan. Il a peur de tout perdre. Alors, il perd tout, pour avoir l'illusion de ne pas avoir tout perdu, et pour ne pas avoir à perdre quelque chose un jour. Mais qui n'a jamais vécu ça? Une peur si forte qu'on s'empêche de faire quelque chose qui serait bénéfique pour nous. Jeter la première pierre. L'abbaye, c'est pour moi une représentation de ce qu'est l'abbé lui-même. L'abbaye est une sorte de prison, et l'abbé enferme ses proches même si ça part d'une bonne intention. Par contre, il faut quand même noter ça, l'abbé Kelak est increvable. Hein. Il se prend une épée dans le bide, une flèche dans le cœur, bon peut-être dans l'épaule, mais ça a l'air d'être le cœur. Il a 90 piges à la fin, non mais sérieusement, je lui tire mon chapeau. Ah, et à noter qu'il y a vraiment eu un abbé Kelak, à l'abbaye d'Iona. Maintenant parlons du chat de Aidan, Penguban. Bon déjà son nom fait référence à un poème en vieil irlandais du même nom, qui figurait dans le manuel de Reichenau. Ce poème parle d'un chat nommé Penguban Fen, référence à la couleur blanche de son pelage. Ce petit chat tout choupi aux yeux vairons est à la fois le côté mignon du film, mais en même temps il servira de compagnon pour Brendan qui jusqu'ici était très seul. Mais ce petit chat a tout de même son petit caractère, hein.
Pengo appartenait à la base à Aidan, mais progressivement, ce petit félin s'attachera au jeune moine. Cette passation représente peut-être le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est pas sûr, mais en vrai, pourquoi pas, on peut extrapoler à ce point-là. La scène musicale, où il se changera en brume, est l'une des scènes les plus oniriques et magiques du film à mes yeux. Au niveau des personnages secondaires, on a tous les moines copistes, qui sont pas super intéressants, et surtout pas hyper développés, mais j'apprécie le fait qu'ils aient tous des ethnies différentes. Ça montre l'ampleur du danger viking et ça offre une diversité culturelle hyper bienvenue. Pour moi, ça veut aussi dire que peu importe d'où on vient, peu importe la langue que nous parlons, chacun se retrouve dans l'art. C'est le langage universel. Il reste jusqu'à dire que la nature est un personnage à part entière du film. Allez, soyons fous! Bon, c'est un peu excessif de dire ça, mais au fond, la nature nous est montrée comme un écosystème s'auto-gérant. Il est à la fois beau et dangereux, à la fois sombre et magique. Les personnages sont perdus dans ces décors d'une beauté à couper le souffle. Toutes les formes de vie sont connectées, au même titre que ces entrelacs de formes celtiques. La nature est une enluminure géante et c'est un régal pour les yeux. D'ailleurs, une grande partie du récit se concentrera sur la découverte de la forêt et c'était pour moi la meilleure chose à faire. Qui plus est, c'est grâce au bec que Brendan pourra peindre. C'est aussi grâce aux feuilles qu'il aura un support pour peindre et il tirera l'inspiration pour ses œuvres de son escapade dans la forêt. C'est donc grâce à la nature que l'art existe. Ok, c'est un raccourci, mais on sent quand même que c'est ce que nous dit le film, et d'ailleurs moi-même je pense un peu ça, donc je n'hésite pas à le dire. Donc si vous n'avez pas compris, graphiquement, ce film est parfait, c'est une merveille, c'est un bijou. Des chara-design au décor, je pourrais passer des heures à trouver des synonymes ou des justificatifs pour étayer mon propos, mais en vérité, ça saute aux yeux. Il n'avait pas qu'un seul œil. Mais donc, on a la féerie représentée par la forêt, mais les ténèbres alors? Eh bien parlons de Crom-Cruach, le mal absolu, le grand sombre, la personnification de la peur, en l'occurrence celle de Brendan, car Brendan est un personnage anxieux. Lorsqu'il affrontera Crom, il affrontera ses peurs. Il s'assumera et acceptera de devenir enlumineur. C'est représenté par le fait qu'il prenne l'œil de Crom-Cruach. Grâce à lui, Brendan perfectionnera sa technique. Le fait que Crom se dévore lui-même représente sûrement l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, l'infini. Mais pour moi, ce geste représente surtout l'autodestruction. C'est un peu la représentation du comportement de l'abbé Kelak. On peut voir en Crom la peur du vide, de l'inconnu, de mal faire, de rester enfermé. Cette scène est magistrale. Bon, déjà avec sa musique, mais au-delà de ça, Brendan est plongé dans ce vide. Plongé d'ailleurs au sens littéral. Le vide est représenté comme un liquide. Dans ce monde, Brendan est minuscule. Il est pourchassé par sa peur gigantesque, qui est d'ailleurs la seule source de lumière. Dans cette scène, c'est comme si le temps avait ralenti. On retient notre souffle, comme Brendan lors de cette plongée. Le paradoxe fera que grâce à l'œil du grand sombre, Brendan apportera la lumière par le biais de ses enluminures. C'est un peu comme le yin et le yang si vous voulez. Les ténèbres et la lumière s'entremêlent. L'un ne va pas sans l'autre. Si on ne connaît pas les ténèbres, on ne vivra jamais dans la lumière. Pour moi, cette scène représente une seconde naissance pour Brendan. La caverne de Crom est ronde comme le ventre d'une mère. Brendan est dans une position rappelant un peu celle d'un fœtus. Il est dans un liquide, il fait très sombre, et lorsqu'il sortira de cette épreuve, il entamera sa nouvelle vie. Crom. Crom-Cruach, Crom-Cruach, Crom-Cruach. Crom-Cruach. Crom est cité assez tôt dans le film, ça fait que c'est une menace planante sur Brendan. En plus, on lui attribue la mort du peuple des fées, donc on a de quoi avoir peur. Rajoutons à ça la scène où Aisling est vidé de son énergie et on a un bon cocktail. Mais en plus, on a un petit détail qui est loin d'être anodin. Le grand sombre ne parle pas. Il n'hurle pas non plus. C'est une menace silencieuse, ce qui est d'autant plus effrayant. Parlons maintenant des Vikings, les autres antagonistes. Eux aussi on en parle dès le début, donc eux aussi sont une menace planante sur l'abbaye. On sait qu'ils vont arriver, mais on redoute le moment où ça va se produire. Car on sait que l'issue risque d'être tragique. On sait que l'abbaye risque de ne pas tenir. Alors on verra l'abbé s'enfoncer dans cette quête impossible, et c'est d'autant plus tragique. Mais du coup, les Vikings, c'est la représentation de la destruction. C'est l'ignorance face à la culture, face aux traditions. D'ailleurs, pour souligner ça, à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran, ils sont dans le feu, le ciel est toujours rouge. Eux, ce sont des formes sombres et noires. Sans expression, sans bouche, complètement déshumanisés. Lorsqu'ils volent le livre de Kells, ils ne sont attirés que par sa couverture dorée, et non par son contenu. C'est vraiment le combat de l'ignorance contre la tradition. De l'or. Ouais, bon, ils sont pas très fut-fut, c'est sûr, mais bon, c'est des Vikings, quoi, je veux dire, bon. Ça a toujours été un métier à risque. Lorsqu'on sait que les Vikings approchent, lorsqu'on les mentionne, on entend au loin un corbeau. Leur présence effraie même la nature. La scène de l'attaque de l'abbaye est d'une violence très très crue. Pourtant, rien n'est montré à l'écran. Tout est suggéré, mais malgré tout, ça reste très explicite. Le rouge tranche le blanc de la neige. Les Vikings détruisent tout. La mort est arrivée à Kells.
Rappelons que ce film est avant tout à destination des enfants, et qu'on mette les choses au clair. J'aime bien quand un film à destination des enfants est dur. Tout le monde sera pas de mon avis, mais pour moi c'est vraiment hyper important qu'un film soit cru. Tout simplement parce que ça signifie que l'enfant en question n'est pas pris pour un imbécile. Qui plus est, ça donne plus de poids à ce qui se passe à l'écran. Il y a des risques, de l'enjeu, de la tension. Et ça, Tom Moore l'a très bien compris. En tant que créateur de dessins animés, on a une responsabilité envers les enfants. On ne doit pas leur montrer n'importe quoi. Malgré l'humanisation de certains petits animaux, et malgré l'humour, on doit montrer des choses intelligentes. Eh ben, je trouve que tout est dit. Parce qu'on dit toujours que l'animation c'est pour les enfants. Bon, même si je trouve ça réducteur en un sens, mais rien ne justifie de bâcler un scénario parce que c'est pour les enfants. Là est la nuance. Une scène très forte, sentimentalement parlant, marquera un enfant. L'inspirera peut-être, l'éveillera sur certains sujets. Les films forgent l'identité des enfants. C'est un fait, on se projette dans ce qu'on voit. Alors autant montrer des vrais sujets. Au niveau de son ambiance, le film sait prendre son temps, ce qui est une vraie qualité qui permettra d'ailleurs de s'attacher aux personnages. L'enjeu des Vikings nous maintient en haleine et la découverte de la nature et de la technique de l'enluminure sera progressive. Même si le film est en définitive assez court, il n'expédiera aucun élément. Le film n'épargne jamais le spectateur, il est brut de décoffrage et dans la beauté et dans la rudesse. L'immersion du film sera aussi renforcée par la musique, aux consonances évidemment celtiques, qui est pour moi magistrale. La musique est composée par Bruno Coulet, à qui l'on doit la bande-son du Peuple des Loups, du Chant de la Mer, et de Coraline, dont on parle ici. Il sera épaulé par le groupe Killa, avec qui il collabore tout le temps pour les films de Tom Moore. Il y a aussi une musique chantée, par Aisling, en gaélique ancien, dont on a déjà parlé avec Pengoban. C'est la seule musique chantée du film et on est très loin des moments grandiloquents musicaux des Disney. Au contraire, je trouve cette musique hyper intimiste. Au niveau du doublage, bon, désolé, on va parler essentiellement de la VF, j'ai pas vu la VO, mais je suis sûr qu'elle est géniale, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, moi je préfère privilégier la VF, tout simplement parce que j'ai un énorme respect pour les doubleurs. Comédien de doublage, bon, on s'est compris. C'est Robin Troufier qui fait Brendan. Lorsqu'il devient adulte, il est doublé par Emmanuel Garigeau, la voix d'Anakin Skywalker, de Tullio dans Rio, de Hercule dans Hercule, de Morty dans Madagascar, de Stitch dans Lilo et Stitch, de Bernie dans Corneille et Bernie, de Petit Biscuit dans Shrek, etc., etc. On entend sa voix un peu de partout et franchement, j'ai toujours eu un énorme respect pour ce qu'il fait. C'est Clara Poincaré qui fera Aisling, la voix notamment de la petite fille dans Le Petit Prince. Franchement, ici, c'est une interprétation magistrale. Elle fait une Aisling avec une voix qui susurre. Et ça, ça renforce le côté féerique, le côté un peu onirique. C'est Dominique Collignon-Morin qui fait Aidan, et je ne l'avais pas reconnu. C'est la voix d'Hadès, de Léon Bog, de Marley dans Scrooge, de Mandrake dans Epic, et bien sûr de Nicolas Cage, donc par extension de Grug dans Les Croods. C'est Fedor Atkins qui double l'abbé Kelak et le frère Sergei d'ailleurs. Là aussi c'est un grand monsieur, la voix de Grimel le Grave dans Dragon, de Monsieur Bobinski dans Coraline, de Jafar dans Aladdin. Il faut savoir qu'il y a eu une adaptation du film en BD par Glénat, en 2 tomes. J'ai eu la chance de me les faire dédicacer par Tom Moore en personne. J'ai pu aussi assister à une de ses conférences, ce qui me fait dire que c'est une personne adorable et très accessible. La BD a été publiée en simultané avec les films, et d'ailleurs je les ai eus avant, il me semble, grâce à ma mère qui me les avait offerts, mais il me semble que j'ai préféré me garder la surprise et que j'ai préféré voir le film avant. C'est une très bonne BD, avec un découpage original qui jouera avec l'utilisation de glyphes qui rappellent un peu les enluminures. On aura au début de chaque tome une intro inventée par Tom Moore qui éclairera sur le passé de l'abbé Kelak et d'Aisling. Parfois le cadrage est trop resserré dans cette BD puisqu'on utilise un peu des screenshots du film, mais bon, dans l'ensemble, la BD est très qualitative malgré tout. Parlons des thématiques. Le film parlera de la culture celtique, de légendes couplées à l'histoire bien réelle. Le film parlera aussi de religion, même s'il aura l'intelligence d'aller au-delà. La religion ici est plus un prétexte. Certes, le livre de Kells est religieux, mais il est surtout la représentation de l'art. On parle aussi de la transition de l'enfance à l'âge adulte, de la guerre avec les Vikings, de la paternité avec l'abbé Kelak, le fait d'être un père surprotecteur qui enferme son enfant en voulant le protéger. Ce film nous dit de ne pas se fier aux premières impressions, avec Aisling qui semble tout d'abord menaçante, avec l'abbaye qui semble au premier abord être un havre de paix, alors que c'est en fait une prison, avec le grand sombre qui a un œil qui apporte la lumière, avec l'encre qui est faite avec des baies puantes, avec l'abbé qui, sous ses airs bourrus, a un cœur énorme, avec la forêt, d'abord sombre et terrifiante, puis colorée et sublime, mais surtout avec le livre. La couverture est en or, certes, mais le vrai trésor est à l'intérieur. Ce film a un grand sens du détail, déjà avec les noms qui sont donnés aux personnages qui ne sont pas donnés au hasard, comme on l'a vu, mais il y a aussi quelques références très subtiles à la mythologie celtique. Par exemple, Aisling ne va pas dans la tour chercher la clé pour libérer Brendan, elle envoie Pengoban, parce que les fées, en Irlande, ne peuvent pas toucher l'acier,
Évidemment, la clé est en acier. C'est un petit détail, hein, mais je trouve que c'est hyper intéressant, ça prouve à quel point il y a un travail derrière, une recherche. Et ça prouve aussi que ce film est une déclaration d'amour à la culture celtique. C'est une porte d'entrée vers cette mythologie. Lorsqu'on voit ce film, on est plongé dans cette œuvre d'art vivante. On est perdu dans ces enluminures géantes, on redevient enfant le temps de cette exploration. Et lorsque, comme Brendan, nous sommes redevenus adultes, on ouvrira les yeux sur les vrais trésors que recèle ce monde. Nous côtoierons durant ce voyage le petit peuple du folklore irlandais, aux côtés de personnages attachants et complexes. Nous irons là où légende se mêle au réel, où le rêve se mêle à la réalité. Ce film est comme le livre de Yona. C'est un trésor caché. Donc si la couverture ne vous a pas plu, même si au fond l'affiche est plutôt belle, n'hésitez pas à faire ce voyage, car il en vaut le détour. C'est pour moi l'un des films d'animation les plus créatifs. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Si vous avez trouvé d'autres petits détails cachés que je n'aurais pas vus. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, donc à bientôt. Pour la prochaine vidéo, donc à bientôt. Pour la prochaine vidéo, donc à bientôt. Pour la prochaine vidéo.